Pas tarder. Donc bonjour à tous, nous sommes dans les studios d'RCF Loiret. Vous commencez à prendre l'habitude de nous retrouver avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis on a Yolan aussi qui est avec nous. Bonjour Cyril, bonjour Michel. Bonjour. Donc Yolan qui est notre spécialiste foot vintage qui aime bien cette partie. Spécialiste. C'est un bien grand mot. Tu me mets déjà la pression d'entrée. Et puis on a également notre invité du jour qui est Thierry Morin. Bonjour Thierry. Bonjour à vous tous. Bonjour Donc, Thierry. Vous avez 63 ans, vous êtes né le 12 décembre 1957 à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez été professionnel pendant 14 ans, de 75 à 89, et vous avez joué la plupart de votre carrière au PSG. Vous avez joué de 75 à 86, plus de 150 matchs avec le PSG. Solide défenseur, vous avez gagné le championnat de France en 86 avec le PSG. Vous avez été aussi finaliste de la Coupe de France en 85. Et puis après, vous avez fini votre carrière au Red Star. Est-ce que je suis bien dans mes stats, Thierry? Oui, c'est à peu près ça, ouais. En fait, quand je parle de moi, je dis souvent que j'ai fait près de 500 matchs au PSG parce que moi j'ai été jeune, j'ai été au PSG depuis 70, donc avec tous les matchs que j'ai joués dans les compétitions amateurs, 3e division, etc., ça m'en fait près de 400 et des poussières. Donc, mais je rigole. Au niveau professionnel, je suis autour de 200 matchs effectivement. Voilà. Vous êtes le Titi parisien par excellence. On a dû vous le dire X fois. Vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye, oui, exactement. Vous avez fait votre carrière au PSG et on va reparler après de votre après-carrière, mais vous êtes maintenant dans la formation. Vous travaillez encore avec le PSG, quoi. Ouais, enfin là, je viens de prendre ma retraite, mais je travaille encore parce que j'étais là on est en train de travailler sur le nouveau projet de centre d'entraînement du PSG qui va s'ouvrir en 2023, un centre de 75 hectares, enfin quelque chose de monstrueux et qui va être un outil extraordinaire pour la formation et puis pour les professionnels. Violent. Oui, alors et forcément, vous avez connu, vous étiez dans l'antre du Paris Saint-Germain. La question que je me pose, c'est lorsque vous avez été joueur au milieu des années 70, est-ce que vous vous êtes dit ce club un jour sera le plus grand club français? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un peu, enfin, c'est un peu le hasard qui m'a fait devenir professionnel. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, je jouais à l'école de foot, enfin, j'étais jeune joueur. Et puis, c'est monté comme ça, progressivement. J'ai intégré le centre de formation, mais c'était pas pour moi une volonté. Et puis, à l'époque, c'est vrai que quand le club s'est créé, c'était un club, c'était hyper amateur, quoi. Donc, même si on a monté des projets, on est devenu champion de France, on a gagné les coupes en 82, 83. On avait des projets, puisqu'on savait que le club, il y avait Paris derrière et qu'il y avait vraiment un gros projet de développement, mais ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps et on aurait peut-être pu, après 86, quand on a gagné le premier gros titre, champion de France, se développer davantage et je pense que là, on a raté un petit peu le virage et puis il a fallu qu'effectivement il y ait l'air, ce qu'on appelle l'air qatari, j'aime pas trop ce côté-là, pour là mettre beaucoup plus de moyens financiers et puis arriver à ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est une réelle fierté, j'imagine, d'avoir remporté ce premier titre avec le PSG en 86, le tout premier. Aujourd'hui, les titres arrivent de plus en plus avec le PSG, en espérant un jour peut-être le titre ultime d'être champion d'Europe. En tout cas, le 86, celui-là, on ne vous l'enlève pas, il est bien à vous avec vos collègues. Et aujourd'hui, vous en parlez avec émotion, avec fierté de ce premier titre? Ouais, pour moi c'était. Alors même si j'ai peu joué, parce que malheureusement j'ai une carrière avec pas mal de blessures et j'ai peu joué en 86. Oui, pour moi c'était un peu, c'était le début d'une grande ère. Même s'il y a eu les coupes de France avant, qui étaient quand même des choses extraordinaires. 82, 83, ça reste. Les gens en reparlent encore parce que c'était des finales contre Saint-Étienne, contre Nantes, un peu extraordinaires aussi par leur déroulement. Et c'est vrai que 86, ça a marqué vraiment une page du club. Là, être champion de France, je veux dire, c'est quand même. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont jamais été champions de France, donc c'est quand même une particularité quand même. Pardon, vas-y Michel. Non, vas-y. Bon, non, je disais, Gérard Houllier avait dit à cette période-là, avec Luis Fernandez, c'était pas un problème par jour, c'était un problème par minute. Vous avez été aussi dans l'antre de cette équipe qui était formidable, mais avec un Luis qui était difficilement domptable. Ah, c'était enfin moi je le connaissais. Louis, je l'ai vu arriver au centre de formation. Il a dû arriver en 79. Donc moi,
Moi, c'était pas une surprise. Hein. Louis, il a toujours été un petit peu décalé et avec ses bons côtés et puis ses défauts comme tout le monde. Hein. Après, les joueurs, en fait, on était habitués, on le connaissait. Donc, c'est vrai que pour Gérard Rouillet arrivait, donc lui, c'était un petit peu nouveau. Il arrivait de Lens là-haut, c'était un petit peu plus simple. Mais bon, il y avait des joueurs, il n'y avait pas que Louis qui était compliqué. Hein, et lui, il en faisait partie, un peu particulier. Mais bon, nous, on s'était habitués, en fait. Hein. On s'était habitués. Vous avez commencé aussi avec, on parlera de Jean-Pierre après, mais avec des grands joueurs comme Carlos Bianchi, comme François Pelé et tout. Quel était le regard de jeunes du centre de formation que vous étiez avec ces grands joueurs, Carlos Bianchi, etc. Nous, on était... C'est vrai qu'à l'époque, c'était particulier par rapport à maintenant. Ça n'a rien à voir. Déjà, ce que je disais, pour devenir professionnel, quand on était au centre de formation, il fallait déjà avoir joué 15 matchs en professionnel. C'est-à-dire qu'on ne signait pas de contrat parce qu'on était bon ou pas bon, enfin bon, et on avait un potentiel. Il fallait déjà avoir fait 15 matchs en pro. Donc déjà, il fallait avoir fait ses preuves. Donc c'était compliqué. Et puis, il fallait faire sa place. Et puis, il y avait vraiment le respect des anciens. Je ne dis pas qu'à maintenant on ne respecte pas les anciens, mais il y avait vraiment le respect des anciens. On les voyait, c'était au début, c'était comme ça. Hein, c'était dans les années 70, c'était comme ça. Et moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'ai la chance de jouer le premier match avec quelqu'un qu'on a oublié, il s'appelait Humberto, il était capitaine de l'équipe du Portugal en défense centrale. Donc moi j'ai commencé, et dans les buts derrière moi, c'était Ilia Pantelic, qui était à l'époque qui était un grand gardien de but extraordinaire. Et quand vous commencez avec des joueurs comme ça, puis après, bien sûr, Jean-Pierre Dogliani, François Pelé, Jean-Pierre Tokoto, des grands joueurs de football. Bah, moi, j'étais un petit peu j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée, j'ouvrais les yeux. Pour moi, c'était un peu, c'était magique. Ouais, et puis c'était des gens tellement adorables, côté de ça, qui étaient super gentils. Moi, j'ai pris la place. Le premier match que j'ai joué, j'ai remplacé Jacquinovi, qui était équipe de France, mais qui avait une baisse de régime au niveau du PSG, qui n'était pas très bon. Et Juste Fontaine m'avait dit, bah, tu vas remplacer Jacquinovi pour ton premier match. Waouh! Et donc Jacquinovi, j'avais du mal. Moi, je pouvais pas m'entraîner tout le temps avec eux parce que j'étais encore au lycée. Et je voyais Jackie, mais lui, il était adorable. Il était venu me voir, il me dit, t'inquiète pas. Moi, j'ai commencé comme ça. Mais ils étaient super. Voilà, il y avait pas une défiance par rapport aux jeunes, et je trouve que c'était super. Mais nous, on était un petit peu. Voilà, Jacquinovi, pour moi, c'était un monument. Je le voyais, les quelques matchs qu'on voyait à la télé, et moi, je le remplaçais. Donc, mais on était hyper respectueux des anciens. On avait ce respect vraiment important. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire votre première rencontre avec Jean-Pierre? Ah bah moi, ma première rencontre avec Jean-Pierre, j'étais encore au centre de formation parce que j'étais pas pro, j'étais encore stagiaire. Et à la reprise de l'entraînement, on avait vu un petit peu dans les journaux, le PSG avait fait signer Jean-Pierre Adams, qui devait remplacer donc Jacquinovi qui était parti. Et puis moi, je faisais des petits intérims comme ça. Et Jean-Pierre, c'était lui qui était titulaire. Donc qui arrivait, qui était encore international la saison d'avant, il me semble. Il était peut-être plus international en 77, mais enfin il était encore un retraité international de peu de temps, quoi, peu de temps avant, 76 peut-être sa dernière sélection. La dernière sélection, oui, contre voilà, le donc donc il arrivait, c'était quand même le défenseur de l'équipe de France. Et Jean-Pierre, moi j'étais jeune joueur, donc j'avais pas l'ambition d'être titulaire au PSG. Et puis il est arrivé avec sa bonhomie, cette gentillesse, son petit accent du Sud qui nous faisait toujours rigoler parce qu'il avait toujours des histoires à raconter. Et puis il avait toujours le mot pour rire. Toujours Jean-Pierre, il était comme ça. Hein, son côté, il était pourtant de Fontainebleau, mais du centre de la France, mais avec son accent de Nice là. Donc il nous faisait toujours rire. Et puis il n'est pas arrivé en disant voilà, moi je suis le défenseur de l'équipe de France et je vais vous montrer comment on fait. Pas du tout. Il est arrivé il est très humble. Il s'est bien immiscé dans le club sans problème. Et au début, c'est lui qui a joué. Et la chose a voulu que dans cette même saison, il se blesse et que ce soit moi qui joue après. Et puis il s'est un peu fâché avec Jean-Michel Larquet qui était à l'époque l'entraîneur. Et après c'est moi qui ai joué souvent à sa place, mais ça s'est toujours super bien passé. Il me disait mais t'inquiète pas, moi c'est comme ça que j'ai commencé. On remplace toujours quelqu'un d'autre. Et il était
Et pourtant, c'était un défenseur central de l'équipe de France. Et il avait toujours, il a jamais eu un mot de travers avec moi, jamais d'animosité. Et puis après, on a joué ensemble parce que il est revenu. Après, il y a Heredia qui est arrivé au club. Donc moi, j'ai joué avec Heredia et Jean-Pierre a joué beaucoup après. Il a joué numéro 6 au club parce comme il avait perdu un petit peu en vitesse, il a joué plutôt au milieu de terrain un petit peu après. Et puis voilà, on a joué ensemble un certain nombre de matchs. Et puis voilà, mais c'est toujours, voilà, il a ce côté, il arrivait, c'était pas et puis je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Oui, il y a des anecdotes sur les jeunes du centre de formation dans les différents interviews qui disaient Jean-Pierre, quand il venait à l'entraînement avec sa voiture, il nous prenait presque en stop. Hein. C'est vrai. Ah bah oui, c'est souvent qu'il a ça. Bon, moi j'habitais Saint-Germain, j'avais la chance, je venais à l'époque, j'avais une mobilette ou un Solex, je venais en Solex, mais il y a des jeunes, le centre de formation était juste à l'entrée de la forêt, il prenait régulièrement des jeunes en stop, voilà, qui vont venir s'entraîner. Ça c'était, ça, Jean-Pierre, il n'était pas du tout, c'était son côté toujours très, très, voilà, d'aider les autres, il avait toujours été dans cette logique-là. Hein. Yolande, petite question pour Thierry ? Oui, c'est une question, disons que nous on a 44 ans, hein, Cyril, à peu près, toi et moi. Hein. Quand on entend Juste Fontaine et Jean-Michel Larquet entraîneur, on sait qu'ils ont été entraîneurs, mais on a du mal à le matérialiser. Parce que voilà, c'était comment avec Juste Fontaine et avec Jean-Michel Larquet? Moi, une anecdote que j'ai racontée déjà, mais qui montre un peu l'époque. Moi, au tout début, donc en 75, quand je m'entraînais de temps en temps avec les pros, parce que j'ai dit que j'étais au lycée, j'étais pas du tout encore dans le circuit. À des entraînements, Juste Fontaine, vous imaginez des fois c'était Robert Vico qui faisait les entraînements parce que ils étaient tous les deux, mais des fois Robert Vico était pas là et je me souviens d'un entraînement où Juste Fontaine était habillé, il avait son survêtement, mais il avait son manteau, une grosse fourrure là en fourrure au-dessus, avec son cigare à la bouche et il était au milieu du terrain et puis il disait allez on saute. Il refumait une taf de cigare, il disait on recommence, mais comme ça, voilà. On peut pas imaginer maintenant ça, un entraîneur avec son habillé en manteau au milieu du terrain avec son cigare pour faire travailler les joueurs. Donc c'était Juste Fontaine et par contre, on faisait des discussions d'avant-match qui étaient toujours hyper intéressantes. Et c'est un homme, parce qu'il est toujours en vie et c'est quelqu'un, je crois, qui est encore en pleine forme malgré son âge et qui racontait des histoires. Et donc après les repas, quand on faisait les repas d'avant-match, des fois on restait 1 heure après le dessert parce que Juste Fontaine était un raconteur d'histoires extraordinaire et nous on l'écoutait parce qu'il avait toujours des histoires, des anecdotes à raconter. Et donc c'était un entraîneur qui nous faisait travailler sur le terrain, qui avait ses convictions, mais à côté de ça, qui était hyper gentil, qui était toujours avec les jeunes. Nous, il a toujours été super accueillant, toujours nous aider. Et mais voilà, c'était encore une autre époque. Il avait cette humanité, peut-être moins entre certains entraîneurs, bien qu'il y en ait quand même qui soient quand même des gens très humains. Quant à Jean-Michel Larquet, c'était un peu particulier. Lui, il était très dur. Il était très dur avec les jeunes, notamment. Moi, à l'époque, quand je jouais, il y avait François Brisson, Jean-Marc Pilorget. C'était la génération qui venait de démarrer en pro. Des bons joueurs. Ouais, ah bah oui. On a fait quand même pas mal de temps au PSG. Et puis des joueurs François qui a fait une super carrière, Jean-Marc aussi, ou Lionel Justier. Mais il était très, très, très dur avec nous. Très dur, mais horrible à l'entraînement. Mais par contre, ce que je disais toujours, il était horrible avec nous à l'entraînement. Mais par contre, il nous faisait jouer les matchs. C'est-à-dire il nous cassait à l'entraînement, mais par contre, les matchs, il nous faisait jouer. Il nous faisait confiance en match. Donc, c'était un peu particulier. Il n'était pas toujours apprécié, Jean-Michel Larquet, parce qu'il était très cassant. Voilà. Au contraire de Juste Fontaine, voilà, qui était très accueillant. Thierry, quand vous dites qu'il était vraiment très, très dur avec nous, il y a certainement des jeunes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que vous avez, sans dénigrer Jean-Michel Larquet, mais est-ce que vous avez un exemple à nous donner de ça? Non, par exemple, dès qu'il y avait, si quelqu'un faisait une mauvaise passe, mais c'était pas la passe qui était mauvaise, si c'était un ancien joueur un plus vieux qui faisait la passe, c'est nous qui avions fait un mauvais contrôle, par exemple. On n'avait jamais d'excuses. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais d'excuses. C'était toujours de la faute. C'était toujours de notre faute. Voilà. Toujours notre faute. Donc ça, c'était dur, quoi. C'était jamais bien. À l'entraînement, c'était jamais bien. On n'avait jamais. Mais quand arrivait le vendredi pour jouer le samedi où on donnait la composition d'équipe, ils nous mettaient titulaires. Donc c'était, je pense, une façon de nous obliger à peut-être aller au-dessus, de progresser davantage, d'être toujours plus vigilants. Je sais pas. Donc voilà,
on n'avait jamais d'excuses. Mais ça allait même au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de jouer en D1, mais il était dur avec des joueurs qui jouaient pas. Il était encore plus dur, quoi, parce que voilà, il avait ce côté avec les jeunes. Alors, est-ce qu'il avait, lui, été formé comme ça avec Herbin, avec Snella, je sais pas trop, mais il était très dur avec nous et on n'avait aucune excuse. Il ne nous passait rien du tout. Voilà. On va revenir évidemment sur Jean-Pierre Adams, mais une petite question, Thierry. Est-ce que vous avez connu ou côtoyé Giroud? Parce que on a Giroud avec nous. Est-ce que vous savez? Je sais pas. Moi, j'ai joué effectivement contre Auxerre. Oui, ça m'est arrivé de jouer contre Auxerre. Donc, Giroud, voilà, quand on était au PSG, on en rigolait entre guillemets parce que Giroud, il a tellement d'anecdotes. Je crois que derrière lui pourrait nous en raconter encore davantage. Il y en a tellement qui circulent sur Giroud. Et puis voilà. Donc, moi, celle qui me revient on avait rigolé, c'est parce que quand vous savez, les clubs qui recevaient devaient donner des ballons pour l'équipe visiteuse pour s'entraîner, et Giroud nous donnait toujours des ballons un peu pourris, quoi, pas bien gonflés, etc. Et ça on en rigolait parce que nous après on savait, donc on venait avec nos propres ballons parce qu'on savait que. Alors c'était un petit peu de la petite guéguerre psychologique de Giroud, mais je crois que c'était quelqu'un qu'on appréciait au demeurant parce que il a quand même réussi une carrière d'entraîneur extraordinaire. Et puis c'était un meneur. Et puis nous on a eu des joueurs qu'on jouait avec. Qui sont venus au PSG, qu'on jouait à Auxerre, Gérard Lantier, moi j'ai côtoyé Jean-Luc Charles, enfin bref, d'autres joueurs qui nous ont raconté aussi le personnage qu'il était, et puis voilà, donc ça fait partie des gens qui ont marqué l'histoire. On va lui laisser la parole à notre ami Giroud. Oui, alors Thierry Morin, un grand défenseur, on voulait le prendre à la GIA, et puis malheureusement ça s'est pas fait, c'est dommage, parce que vous savez pourquoi? Non. Il était pas cher. Il nous aurait fait faire des économies. Bon, voilà, notre imitateur en est. Ouais. Il en fait d'autres également. Alors, on va, pour finir cette interview, on va revenir sur Jean-Pierre Adams. Donc, on sait tous cette tragique histoire, cette tragique, ce mauvais côté de la vie. Le 17 mars 1982 arrive avec cette opération toute bête, mais malheureusement, Jean-Pierre tombe dans le coma et aujourd'hui est dans un état végétatif. C'est très compliqué pour lui. Comment vous avez appris, vous, la nouvelle Alors, on sait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, tout ça. Comment vous avez appris la nouvelle, Thierry? On l'a appris, parce que il me semble. Alors, j'ai plus en tête, mais je crois que ça va être par Éric Renaud, parce que Éric Renaud était très ami avec Jean-Pierre. Leur femme était très amie et je crois que c'était Eric qui nous avait appris la nouvelle de cet accident-là qu'il avait eu. Parce qu'on savait, parce qu'on devait faire un match, je ne sais plus très bien, et puis pour Jean-Pierre, il y avait une histoire comme ça, et puis on dit, non, il doit se faire opérer d'un problème de tendon d'Achille. Je crois que c'est un problème de tendon d'Achille qu'il avait, ou une opération bénigne, et puis voilà, on l'a su par un autre joueur. Je crois que c'est par Éric Renaud qu'on a dû l'apprendre. Oui, vous auriez vu Jean-Pierre dans un rôle d'entraîneur parce que je crois qu'il passait très bien auprès des jeunes. Il passait, comme vous le savez, ses diplômes d'entraîneur quand il était à Chalon. Et aurait-il un bon entraîneur? Moi, je suis persuadé que ça aurait été quelqu'un. Que ça aurait été. Parce que je pense qu'il avait cette humanité, mais en même temps cette rigueur, et que c'était quelqu'un je pense qu'il était, il aurait été, je pense, une main de fer dans un gant de velours, et je pense qu'il aurait été un très bon entraîneur. Il n'a pas pu rester une troisième année au PSG. Alors je sais pas trop, parce que je sais pas s'il avait signé 3 ans, il a arrêté son contrat, ou s'il n'avait signé que 2 ans. Je sais plus du tout ça, mais je pense qu'il avait signé que 2 ans. Je sais plus ça. Déjà, une petite question pour. Petite question de ton ami Luis Fernandez. Pour te dire un peu, mon ami Thierry, que j'ai bien connu dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Non, moi je voudrais juste. Il y a un homme que j'aimais beaucoup au Paris Saint-Germain. Je sais pas pourquoi. C'est le président Borelli. J'ai une affection pour cet homme. Je trouve qu'il avait un côté paternaliste, et je voulais savoir si vous aviez une petite histoire sur le président Borelli. Est-ce que vous me confirmez ce côté homme proche des joueurs?
Ah oui, non mais c'était une réalité, ça c'était Francis Borrelli, c'était quelqu'un qui était proche de nous. Moi ce que je lui dis, Francis Borrelli, moi il m'a fait signer mon premier contrat parce que à l'époque je devais signer en 78 et il y a eu l'histoire d'Echter, vous savez qu'Echter a été interdiction d'être président à cause d'une histoire une histoire de caisse noire. Donc c'est Francis Borrelli qui a terminé la saison juste après le match qu'on avait gagné contre Marseille 4-1 ou 5-1. Donc c'est Francis Borrelli, à la fin de saison j'ai signé mon premier contrat avec lui. Et quand je suis revenu au club en 89, c'est de nouveau lui qui m'a signé mon contrat pour être directeur au centre de formation. Donc, Francis Borrelli, il a été, voilà, c'était toute mon histoire au PSG. Et puis, c'était quelqu'un qui était vraiment proche des joueurs. C'est-à-dire les jours, on avait nos anniversaires, on recevait toujours un cadeau pour nos anniversaires, toujours un petit mot, toujours pour nos femmes un petit mot. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un, oui, qui aimait les autres et puis qui aimait bien s'entourer, il faisait des fêtes chez lui. Il avait un superbe appartement dans le place d'Iéna, là, vers le 16e arrondissement. Voilà. Et il faisait des soirées là où il invitait ses amis, Enrico Macias et autres, donc avec des gens adorables. Et il faisait des grandes soirées parce qu'il aimait bien que les joueurs viennent et qu'ils voient que son bel appartement. Mais ça, c'était son côté un petit peu entre guillemets flambeur. Il avait ce côté-là, mais à côté de ça, il était content d'accueillir les gens chez lui. Non, c'était vraiment quelqu'un de très proche des joueurs. Alors, des anecdotes, je pourrais en retrouver plein parce qu'on a tellement partagé de choses avec Francis Borrelli qui venait parce que des fois, il avait une anecdote parce qu'on rigolait toujours parce qu'il avait toujours sa petite pochette à la main. Oui. Là, et des fois, il avait toujours sa pochette. On le retrouve sur les photos quand il embrasse la pelouse. Il a sa pochette à la main. Et des fois, le club, financièrement, on avait des fois des difficultés. Et il y a des fois, il avait les payes dans sa sacoche. Donc, et après les matchs, il venait et puis il nous donnait nos payes. Quoi. Donc, faut imaginer ça maintenant. Quoi. Donc, et là, dans sa sacoche, il avait les payes. Voilà. Bon, parce que il avait réussi au niveau de la trésorerie à débloquer parce qu'il y a eu des périodes où on était le PSG était gratuit. Et vous êtes d'une génération, on a pas mal de personnes qu'on a eues avant vous. Vous n'aviez pas d'agent. Donc, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça se réglait entre 3 personnes. Hein. Le président, le joueur et le trésorier. Hein. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'ai signé mon contrat. C'était chez Francis Borrelli dans son bureau. Et puis voilà, on discutait comme ça. Mais même moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs qui s'appellent bien sûr Carlos Bianchi, mais Dominique Rocheteau, Safet Suzic et j'en passe. Ils n'avaient pas d'agent non plus. Il faut imaginer ça. Ils n'avaient pas d'agent à cette époque-là. Hein. Donc, c'était notre époque. Ouais. Donc, ils voyaient directement avec le président. Deux petites questions pour finir l'entretien. Notre ami Yolande qui est avec nous est un grand fan de Safet Suzic. Je le sais bien. J'adore. Je voulais juste te dire, c'est le joueur qui, dans un stade de football, m'a le plus impressionné par sa facilité, sa technicité. Ah ouais. Ah oui, non mais c'était un joueur extraordinaire. Ça fait, il habite à Saint-Germain, il habite toujours ici. Hein. J'ai un de mes amis qui a pris l'apéritif avec lui, qui m'a envoyé sa photo il y a 2 jours. Il est toujours dans le coin, il a toujours sa maison à côté de Saint-Germain-en-Laye. Et ça fait, moi, c'était l'horreur. C'est quand on faisait des entraînements et qu'on mettait attaque-défense et qu'on disait maintenant tu prends ça fait en marquage individuel, pour moi c'était le pire des trucs, quoi, parce qu'on n'arrivait pas à lui prendre le ballon. Il avait une telle morphologie et puis une telle toucher de balle, protection, c'était impossible de lui prendre le ballon. Donc ça fait qu'on savait qu'on allait souffrir. Cette rotation du bassin, Thierry, qu'il avait, qui était impressionnante quand il faisait un crochet. Ah oui, c'était un joueur. À l'entraînement, il était injouable. Quand il voulait vraiment, il était injouable parce qu'on ne pouvait pas lui prendre le ballon. Donc c'était un joueur. Pour moi, des plus grands joueurs avec lesquels j'ai joué. Il y en a eu d'autres, hein, comme Moustapha Dallet par exemple. Mais Safet, c'était vraiment un joueur fabuleux. Thierry, je voulais vous demander. Jean-Pierre serait présent à côté de nous dans les studios d'Orléans. Que lui diriez-vous ? Je lui dirais que je suis super content de le voir et puis surtout je serais content de voir son grand sourire. Et j'ai une petite anecdote parce que en 79 j'ai eu un gros accident, je me fais une énorme entorse, c'était à Monaco, contre Albert Raymond, je me souviens, à l'ancien Louis II, et je suis revenu avec des cannes et je me suis fait opérer les genoux à l'hôpital. Et le premier que j'ai vu à mon réveil, c'était Jean-Pierre qui était là. Le lendemain, il était venu me voir avec son grand sourire. Je venais à peine de me réveiller et pourtant l'hôpital, c'était Saint-Louis. Il fallait aller à l'autre côté de Paris parce que lui, il était quand même, il arrivait de Nice, c'était pas pareil quand même. Hein. Et
C'était Jean-Pierre qui était un des premiers à venir m'accueillir au réveil, à être là pour me demander de mes nouvelles. Voilà, donc c'était quelqu'un qui aimait les autres et voilà. Et c'est vraiment trop dur ce qui lui est arrivé, quoi. Pour finir l'interview avec vous, Thierry, parlez-nous de vous maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, une fois que j'ai fini ma carrière, j'ai terminé au Red Star. Enfin, j'ai terminé au PSG en 86. Mon contrat s'arrêtait. Je suis parti au Red Star. On était en 2e division. On est redescendu en 3e division. On est remonté en 2e division. Et là, j'ai décidé d'arrêter. J'avais décidé d'arrêter parce qu'en même temps, je faisais des études d'enseignement de sciences naturelles et je savais pas trop ce que j'allais faire, donc je voulais devenir enseignant. Enfin, j'avais les diplômes pour être enseignant et bon, j'ai travaillé un petit peu au Red Star pour les aider à monter le centre et puis à la fin 89, Francis Borrelli m'a contacté pour savoir si je voulais revenir pour mettre en place, pour restructurer le centre de formation du PSG. J'ai dit oui tout de suite, malgré le fait qu'au Red Star j'étais bien accueilli avec un super président, Jean-Claude Brasse. Jean-Claude Brasse qui était un super. C'est un homme vraiment charmant. Hein. Quelqu'un de super. Moi, j'aimais beaucoup Red Star, mais je lui avais expliqué. Hein, voilà le projet, et il avait très bien compris. On n'entend plus très bien Thierry. On ne l'entend plus. Bon, on est plus tous les trois, mais c'est bien aussi. Hein, mais malheureusement, on n'a plus Thierry. Il parle dans le vide, là. Voilà. Il parle dans le vide, mais qu'est-ce qu'il nous a livré comme belle anecdote? C'est incroyable parce qu'il est à bâton rompu, il est sans filtre en fait. T'as envie de discuter, des heures avec lui en fait, c'est hallucinant. Yolande, j'ai essayé de choisir les invités. Alors là, on est enregistré, les amis. Hein. On est enregistré, donc je sais pas trop couper tout ça. On voit notre ami Thierry qui est en train de discuter. Donc malheureusement, on n'était pas loin de conclure et de faire la fin de l'interview. Donc on va l'arrêter comme ça, parce qu'à mon avis, il reviendra pas. Donc merci Yolande, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Cyril, merci Michel, et encore bravo pour ce que tu fais toi Cyril, et Michel pour ce que tu fais pour Jean-Pierre. Là, on est bien sûr enregistré. Bon, Thierry, malheureusement, alors, vous regarderez la vidéo plus tard. On vous remercie infiniment. On a eu un petit souci technique sur la fin. Donc, c'est dommage de finir comme ça. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir en enregistrement avec nous. Allez, au revoir Thierry et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.